Pas besoin d'éteindre. Ok, merci beaucoup. Alors j'ai décidé de changer de talk en fait. Donc le titre, ça va pas être ça, mais on va quand même parler de l'IA et on va voir pourquoi ça n'existe pas. Et ce qu'on va faire ensemble, et on est beaucoup, donc c'est chouette, on va faire une petite séance de yoga. On va respirer un peu parce qu'on va parler d'IA. Et moi, j'en peux plus, moi. J'en peux plus de l'IA. Et donc, ce qu'on va raconter, c'est que on va se focuser sur l'IA générative, hein, parce que c'est celle avec laquelle on nous saoule depuis 2-3 ans, là. Donc, on va faire vraiment une session sur l'IA générative, et on va parler des mythes et des réalités de ces IA. Je vais expliquer pourquoi je les mets au pluriel, de ces IA génératives. Alors, d'abord, avant de parler des IA génératives, on va parler des IA tout court. D'accord? Donc, c'est quoi les IA? C'est quoi l'IA? D'accord? Il y a presque 70 ans, en 1956, des gens très intelligents à l'université de Dartmouth qui se sont réunis et qui ont décidé d'appeler la discipline sur laquelle ils travaillaient, ils ont décidé d'appeler ça l'intelligence artificielle. Et c'était quoi? C'était des mathématiques, c'était modélisation mathématique d'un neurone. D'accord? Et on avait dit, bon, si j'ai un neurone, j'ai un réseau de neurones, si j'ai un réseau de neurones, j'ai un cerveau, si j'ai un cerveau, j'ai l'intelligence. Raisonnement complètement con. Donc, évidemment, en 1956, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, marche pas. D'accord? Marche pas, et on rentre dans le premier hiver de l'IA. C'est quoi un hiver de l'IA? C'est, on nous a menti, on nous a promis des trucs, et ça n'a pas marché comme il faut, donc on oublie, on arrête de donner des sous, on arrête de travailler dessus. Et c'est ce qui s'est passé donc en 57, 58, plus d'IA. 1960, nouveau type d'IA, nouveau type d'idées autour de ces systèmes qui vont être des systèmes qui veulent se croire intelligents, c'est-à-dire que ça va faire des trucs qui ont l'air intelligents. Et donc, en 1960, on commence des trucs qui s'appellent les systèmes experts. Les plus vieux d'entre vous s'en rappellent certainement. Donc là, ce n'est pas basé sur les statistiques, comme ce qu'on avait fait juste avant, c'est des modèles statistiques du neurone. Là, on va baser ça sur de la logique. Si, machin, leur truc, et on fait des arbres de décision, et bon, ça marche bien, hein, ça marche bien jusqu'à dans les années 90, pendant une quarantaine d'années. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 90 ? On a un système expert quand même qui est super fort, qui est super bien, qui bat Kasparov aux échecs. D'accord, en 1997. Impressionnant. Ça, c'est intelligent hein, de jouer aux échecs. Je ne joue pas aux échecs alors. Hein. Et donc, effectivement, le système bat Kasparov, bon, très bien. Alors là, on dit, ça y est, la machine est plus forte que l'humain. Alors, je vais y revenir, hein, parce que ça me fait marrer. Mais bon, bref. Mais juste à ce moment-là, là, juste dans les années 90, il se passe un autre truc qui va remettre à la mode un autre type d'IA, enfin un nouveau type d'IA qui est un vieux type d'IA, qui est l'IA statistique à nouveau. Et on va appeler ça maintenant, je vais y revenir tout à l'heure, du machine learning. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on a ça qui arrive dans les années 90? Parce qu'en même temps, on a un machin qui s'appelle Internet qui arrive. Et qui arrive avec son lot de données. Beaucoup de données, le big data. D'accord? Et quand j'ai des données, quand j'ai quelque chose de big, quand j'en ai beaucoup, qu'est-ce que je fais? Je fais des stats. Okay? Donc voilà l'histoire de l'IA. D'accord? Mais quand je dis ici, dans ce bouquin, que l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est l'intelligence artificielle de Hollywood qui n'existe pas. Celle qui, malheureusement, est celle qu'on croit qui existe. D'accord? Celle qu'on nous fait croire qui existe. Celle de Hollywood, c'est quoi? C'est celle de Terminator. Celle qui va tous nous tuer, nous remplacer, etc. etc. D'accord? Donc ça s'appelle la science-fiction. Okay? C'est des films, pas vrai. Okay? Et il y en a une autre aussi qui m'amuse, c'est Her. Vous savez, l'IA dont on tombe amoureux. Alors ça ne sert à rien. Hein? Donc je ne vous conseille pas. Ça ne sert strictement à rien. Mais bon, si vous voulez vraiment essayer, il y a des gens qui tombent malades à cause des IA. D'accord? Malades. Donc faites quand même gaffe, quoi. Okay? Mais on va y revenir, hein, parce que je suis là, moi, pour vous dire la vérité. Donc,
ces IA, en fait, elles n'existent pas. Cette IA générique, cette IA générale, celle dont on nous saoule aussi avec AGI, Artificial General Intelligence, d'accord? Celle que Elon Musk vous promet, celle que Sam Altman vous promet, ça n'existe pas. Okay? Et ça n'existera jamais. Alors, vous voyez, jamais comme dans jamais. Jamais. Bon, je vais vous le prouver un tout petit peu aujourd'hui. Et puis, après, vous pouvez me croire ou pas, mais on aura une session de questions-réponses à 10h30. Vous pourrez peut-être voir ce qu'on va pouvoir dire à ce moment-là. Bon, bref. Cette intelligence artificielle unique, générale, générique, elle n'existe pas. Et donc, moi, je vais parler des intelligences artificielles maintenant, je vais les mettre au pluriel. Mais si vraiment, 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 vous me demandez de mettre quelque chose au singulier, je veux dire qu'une intelligence artificielle, c'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils dans laquelle il y a des outils, donc des intelligences artificielles, dans laquelle donc, ces outils sont aussi différents qu'un marteau, qu'un tournevis, qu'une scie. Ces outils sont spécialisés, font des trucs très bien. Par définition même de l'outil, il fait quelque chose de mieux que moi. Le marteau va planter le clou mieux que moi. D'accord, hein, c'est pour ça qu'on a fait le marteau. Ça fait moins mal que le poing pour planter le clou. Et ce marteau, je peux l'utiliser à bon et à mauvais escient. Je peux l'utiliser pour planter le clou dans le mur, c'est fait pour ça, c'est super, ça marche bien. Je peux l'utiliser pour taper sur la tête du voisin. C'est pas bien. Enfin, comment je sais que c'est pas bien? Parce que j'ai essayé une fois, c'est pas bien. D'accord? Mais c'est surtout parce que collectivement, on a décidé que c'était pas bien, et on met des règles autour de l'utilisation de l'outil en disant taper sur la tête du voisin, c'est pas bien, et si tu le fais, tu vas en prison, si on t'attrape. Et donc, les outils d'intelligence artificielle, c'est pareil. L'intelligence artificielle n'est pas quelque chose qui va faire des trucs tout seul. Ok? C'est pas quelque chose qui va être comme ça, qui va partir et qui... Non, non, non. C'est comme un marteau. C'est moi qui tiens le manche. C'est moi qui décide. C'est moi qui l'a fait et c'est moi qui l'utilise. Je peux utiliser à bon ou à mauvais escient. Mais c'est mon choix. Les intelligences artificielles ne sont pas autre chose que des outils. Et d'ailleurs, ça me fait marrer. Donc, quand on dit « Oh là là, ça va être meilleur que nous », mais j'ai eu un scoop pour vous. C'est meilleur que nous, aujourd'hui, dans un domaine particulier. Une intelligence artificielle dans un domaine particulier est un outil qui est meilleur que moi. Sinon, ça ne me sert strictement à rien. Donc ces IA aujourd'hui qui sont déjà déployées depuis 70 ans, d'accord, chacune dans leur domaine, pour le domaine pour lequel elles ont été faites, elles sont meilleures que moi. Sinon, elles ne servent à rien. Okay? Donc, on se calme, on respire, d'accord? Les IA sont meilleures que moi dans les domaines particuliers où je veux bien les utiliser. Par contre, une IA générative, générale, générique, tout ce que vous voulez avec plein de G, ça n'existe pas et ça n'existera. C'est bien, c'est pas bon. 9h21, c'est pas encore, mais bon, on va y venir, j'espère. Donc, l'intelligence artificielle n'existe pas. On a la définition, très bien. On va se concentrer maintenant sur ces IA génératives, celles dont on nous parle depuis maintenant 2-3 ans, qui existent depuis 2018 à peu près, d'accord, et qui donc sont intéressantes, parce que tout le monde en parle et tout le monde les utilise. Et alors, il y a un autre truc qui m'emmerde, moi, c'est quand on me dit « c'est une révolution ». Alors nous, Français, on sait ce que c'est la révolution. Hein. C'est quand on coupe les têtes. J'ai jamais vu de tête roulée encore à cause de l'IA générative. Donc on va se calmer un tout petit peu encore une fois. Ce n'est pas une révolution. C'est une évolution. C'est une évolution de ces IA de ces IA statistiques dont je parlais juste avant, depuis les années 90. Celles qui sont basées donc sur Internet. D'accord ? On a commencé dans les années 90, on a faire ce qu'on a appelé du machine learning. D'accord ? Le machine learning, ben, la machine, on lui apprenait des trucs avec les données. D'accord ? Avec des données d'Internet, certaines données d'Internet. Après ça, on a eu le deep learning. Alors, deep learning, c'est encore mieux que le machine learning parce que c'est plus profond. D'accord ? Ça veut dire quoi en vrai ? Ça veut dire qu'il y a plus de données.
il y a plus de capacité de calcul. Plus. On rentre dans une course. D'accord ? Et aujourd'hui, les IA génératives, bah, c'est encore plus. D'accord ? C'est plus de données, plus de capacité de calcul, GPU, machin, tout ça, tout ce que vous entendez là, les gros muscles, tout. Voilà, c'est ça. Okay ? Donc c'est une évolution. Et donc on est parti du machine learning. Le machine learning, c'était dans les années 90. Et un des premiers reconnaisseurs, une des premières IA qu'on ait faites, c'était un reconnaisseur de chats. Parce que c'est super intelligent de reconnaître les chats. D'accord ? Mais ce n'est pas la raison, en fait. La raison, c'est que je ne sais pas pourquoi, vous avez décidé sur Internet de poster des images de chats. D'accord ? Et donc, il y a plein de chats sur Internet. C'est la plus grosse base de données de chats du monde. Et c'est la plus grosse base de données de chats du monde à noter. Parce que non seulement vous postez le chat, mais en plus vous dites dessous, oh, c'est mon minou, c'est mon kitty, c'est mon chaton, gna gna gna. D'accord ? Et donc, une base de données à noter, ben, c'est super, parce que je sais que l'image, c'est un chat. D'accord ? Et donc, je vais pouvoir créer un modèle de chat grâce à ces images, et avec à peu près 100 000 images de chat, d'accord ? Je vais pouvoir créer un modèle de chat qui va reconnaître les chats à 98%. Yeah. Bravo. Alors c'est super, hein, c'est super, donc on est super content, là on est en 95, 96. Wow, l'intelligence artificielle, c'est super, ça me permet de reconnaître les chats. Et je le fais à 98%. Wow. Et moi, en 98, là, 99, j'ai une fille de 2 ans. Et je me dis, mais pour reconnaître les chats, il lui faut combien de chats à elle ? Parce que je me dis, putain, s'il lui faut 100 000 chats, ça va être long. L'éducation, ça va être long. Et donc, je pose la question à les psychologues, hein, parce que moi, j'en sais rien. Et ils me disent, un humain, pour reconnaître les chats, il lui faut 2 chats. Je dis, ça va mieux. Et donc, là, on dit, qu'est-ce qu'on vient de faire, là ? On vient de faire un truc, mais c'est taré. On fait des machines qui ont l'air intelligentes, on dit que c'est intelligent, il faut 100 000 images de chats, alors que ma fille, il lui en faut 2. Et elle, en plus, vous savez quoi, elle reconnaît les chats à 100%. Je veux dire, on fait des trucs de débiles. Pourquoi on fait ça ? Et puis là, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est mais pourquoi il y a 2% de différence ? Pourquoi ma fille, elle reconnaît à 100% et pourquoi les machines, elles reconnaissent à 98%. Parce que ma fille, elle reconnaît les chats dans la pénombre, vous savez, elle voit passer les trucs, elle reconnaît dans la pénombre. Et la machine, elle ne reconnaît pas dans la pénombre parce que vous n'avez jamais posté de chat la nuit. Ça ne sert à rien. Donc du coup, le chat, il n'existe pas, et comme il n'existe pas, il n'est pas reconnu. Ça, c'est un des problèmes de ces machines, de ces intelligences artificielles, hein, parce que vous allez voir que les données, c'est compliqué. Mais on va y revenir certainement plus tard dans notre petit chat avec Eric tout à l'heure. Bref, on respire, et donc on passe maintenant, 10 ans plus tard, alors maintenant on fait du deep learning. Alors, deep learning, comme j'ai dit, encore plus costaud, hein, maintenant on fait des trucs super compliqués avec beaucoup de données. Et beaucoup de données, ça veut dire qu'on passe maintenant de 1 million, de 100 000 à 1 million, on passe maintenant de 10 millions, on passe de, je vais faire comme ça, c'est mieux, voilà, de 10 millions à 100 millions de données. Ça commence à faire beaucoup, hein, 10 millions, 100 millions de données. Ça veut dire beaucoup de données, et puis beaucoup de compute aussi. Beaucoup de compute, beaucoup de capacité de calcul. On commence à utiliser les GPU, on commence à faire péter un peu la planète. On va y revenir. Et donc, c'est une évolution. Okay, et là, aujourd'hui, on arrive, depuis donc 2018, 2022 pour vous, on arrive à ces IA génératives. Alors, IA générative, c'est la fête du slip, hein, c'est n'importe quoi. Parce que maintenant, au point de vue données, c'est 1 milliard, 1 trillion, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Okay, ChatGPT 4o, 1200 milliards de paramètres. 1200 milliards de paramètres. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. D'accord ? 1200 milliards de paramètres, c'est Internet.
Internet en entier. 1200 milliards de paramètres. Vous pouvez imaginer combien ça prend de temps pour avaler ça, pour créer des modèles, un modèle, qui va être un modèle qui va réunir toutes ces données-là. D'accord ? Et on va voir que c'est un petit problème, parce que toutes les données d'Internet, ça peut être un peu embêtant, parce que, je ne sais pas si on vous a dit, mais sur Internet, il n'y a pas que des trucs vrais. Donc du coup, le modèle, ça va être la réflexion de ce truc-là. Hein. Donc ça va être un problème, et on va y revenir. Mais tout ça pour dire, donc, c'est une évolution. Donc on se calme un tout petit peu, on arrête, nous on sait ce que c'est que la révolution, c'est pas ça. Mais c'est embêtant, parce que c'est une révolution. Il faudrait savoir. C'est la révolution du prompt. Ce fameux prompt, dont on a parlé tout à l'heure, qui nous permet tous, développeurs, pas développeurs, d'accéder à ces IA, de pouvoir les utiliser. Ce prompt, il est extraordinaire. Hein. Il nous permet d'utiliser ces IA juste avec du langage naturel, avec ce qu'on sait faire, juste en parlant, en tapant tout et n'importe quoi. Et donc, je peux demander à ces IA vraiment tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Et donc, là, vous avez vu les prompts pour réaliser ce que vous avez vu juste avant, là. Hein. Mais moi, je suis un peu plus simple, je demande juste, fais-moi une petite Mona Lisa avec une moustache, plus simple, et le truc, il va me faire une Mona Lisa avec les moustaches. Hein. Pas de problème, parce que ces IA sont là pour vous faire plaisir. Elles vont générer ce que vous voulez, okay, ce que vous demandez, à travers le prompt. Et ce prompt, c'est une vraie révolution, parce que ça va permettre l'accessibilité de ces IA, donc l'accessibilité de cette technologie, à tous. Mais il y a un autre point de vocabulaire que je veux faire, après cette histoire d'intelligence artificielle, il faut faire attention de ne pas trop mélanger avec la vraie intelligence. L'autre point que je veux faire, c'est un point de vocabulaire sur les IA génératives. Souvent dans les médias, ou dans la rue, ou chez les développeurs, ou chez les gens qui utilisent ces trucs-là, j'entends souvent IA créative. Alors les gars, et les filles, il faut arrêter ça, hein, parce que ça m'énerve. Oui, il faut vous en foutre que je sois énervé, mais moi ça m'énerve quand même. Les mots ont un sens, on a appelé ça l'IA générative et pas créative. Alors j'en profite, ça sort dans 15 jours. L'IA génère ce que vous créez. Ce que vous avez vu en introduction, le film, il a été créé avec des prompts, par l'humain, par les humains, par les designers qui avaient le truc dans la tête et qui ont décidé de créer ce machin-là. Mais l'outil n'a fait que générer ce qu'eux, ils ont tapé. Et des prompts, il n'y en a pas qu'un. Il y en a plein. Et ils ont refait. D'accord ? Pour pouvoir matcher ce qu'ils avaient dans leur tête, leur créativité, pour pouvoir faire en sorte que ça sorte quelque chose d'extraordinaire à travers l'outil qui est là pour générer. Okay ? Les IA n'inventent rien, les IA ne créent rien, les IA n'innovent en rien. Okay ? Ce sont nous qui avons la main sur le manche, et ce sont nous qui, à travers ce prompt, avons une opportunité de créer encore mieux qu'avant. Nous, développeurs, grâce à ces outils, on va pouvoir générer du code plus rapidement. D'accord ? On va pouvoir faire des choses qu'on a trop l'habitude de faire et qu'on n'a pas envie de faire, encore une fois, et juste dire, allez, fais-moi cette fonction pour écrire Hello World. OK ? Donc, on va utiliser l'outil exactement comme un designer, il y a 35 ans, aurait utilisé Photoshop. C'est pas autre chose que ça. Si vous ne l'utilisez pas, vous êtes dans la merde. Si je n'utilise pas Photoshop aujourd'hui en tant que designer, si je continue à faire mes trucs avec mon compas et mon crayon, je peux faire des trucs extraordinaires et puis des trucs qui sont assez faits exprès d'être avec le compas et le crayon, mais dans l'industrie, si je n'utilise pas Photoshop, je suis mort. Donc il faut que je connaisse l'outil, il faut que j'apprenne l'outil, il faut que je m'éduque sur l'outil. Mais ce n'est qu'un outil.
qui ne crée rien. OK? On se calme. On ne va pas être remplacé. OK? On va tenir le manche et c'est nous qui décidons. On peut tout lâcher, si on veut. On peut tout lâcher. On peut décider de dire OK, trop compliqué pour moi, je lâche tout, je lance le marteau. Bah, bonne chance, les gars. D'accord? Ça s'appelle random. Et là, vous êtes dans la merde. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'avec ces IA, donc non seulement moi, je crée des trucs, et ça va me générer plein de machins. Mais Mona Lisa avec des moustaches, ça peut m'en générer plein. Des dizaines, des milliers. Après, ça va peut-être matcher celle que j'avais dans la tête au moment où je voulais vraiment faire une Mona Lisa avec des moustaches. Et je vais prendre celle qui me plaît le plus. D'accord? Et puis peut-être que je vais la retravailler avec Photoshop, avec je ne sais pas quoi. Mais c'est ça, la créativité. J'utilise l'outil pour générer ce que je crée. Bon, c'est moche, hein. Mais ça, c'est un autre problème. Déjà, il fallait avoir l'idée débile de créer une Mona Lisa avec une moustache. Mais je l'ai fait pire, hein. Une vache verte sur la tour Eiffel. Bon, bref. Allez, donc on va regarder un peu cette histoire d'accessibilité. Vous connaissez certainement tous cette courbe de Gartner. La courbe de Gartner, c'est la courbe de hype. Toutes les technologies, toutes les innovations, elles commencent à gauche, là. Donc c'est quand on invente un truc. Alors des fois, il y a des innovations, des technologies qui ne passent jamais la courbe, hein, parce que c'est là, c'est bloqué, et on n'en fait rien. Alors il y a plein d'exemples. Hein, bon, je ne vais pas les donner parce que ça risque de faire du mal à des gens. Mais donc, les innovations, elles partent de la gauche, et puis des fois, elles font la courbe, alors on est excité, et puis après on est moins excité parce qu'on se rend compte que c'est de la merde, et puis après ça rebondit, et puis quand ça rebondit, ça veut dire que ça va être utilisé globalement dans l'industrie, et on va trouver des cas d'usage qui sont des cas d'usage de tous les jours, ou de la vie industrielle, etc. En général, une technologie qui a la chance de parcourir tout le truc, parce qu'encore une fois, toutes ne l'ont pas, une technologie qui a la chance de parcourir tout ce cycle, c'est entre 5 et 10 ans. Okay? Ce qui est absolument remarquable avec les IA génératives, c'est qu'en janvier-février 2023, en 2 mois, on était dans le hype, là, donc on était complètement en l'air, complètement en haut, et on a eu, pour ChatGPT 3.5, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Donc vous, quoi. D'accord ? 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, en janvier-février 2023. C'est la technologie qui a été le plus rapidement adoptée dans l'histoire des technologies. C'est incroyable. Okay ? Et ça, c'est grâce à cette accessibilité, grâce à ce prompt, qui est super facile d'utilisation, donc n'importe qui, encore une fois, peut faire n'importe quoi. Mais donc, ce qui est remarquable aussi, c'est que vers avril 2023, on s'est aperçu que c'est de la merde. Vous êtes tous aperçus que quand vous tapez des trucs, des fois, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi, on va y revenir. Mais on s'est aperçu aussi que si on faisait les trucs correctement, on pouvait trouver des cas d'usage et ça rebondit. Et donc, ce qui est remarquable avec ces IA génératives, c'est que pour parcourir toute la courbe ici, ça a mis 18 mois par rapport aux 5 ans, 10 ans de d'habitude. Et ça, c'est grâce à la révolution du prompt. Okay. Mais, comme je viens de dire, en avril 2023, on s'est aperçu qu'il y avait des hallucinations et des erreurs. Ce truc hallucine. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il fait des erreurs. Bon, ça, on a compris. Alors, hallucination. Pareil, un cas rigolo, ou pas d'ailleurs. C'est le cas de cet avocat qui a décidé en avril 2023, justement, d'utiliser ChatGPT pour écrire sa plaidoirie pour défendre un gars qui voulait attaquer une compagnie aérienne. Et donc, il a donné des éléments à ChatGPT. Voilà, le gars, il s'est passé ça dans l'avion, machin, ça ne m'a pas plu et tout. Donc, voilà, il met tout ça dans ChatGPT et puis il dit à ChatGPT, écris-moi une plaidoirie. Et ChatGPT lui pond une plaidoirie en 15 secondes. D'accord ? Il se dit 15 secondes, c'est pas mal, hein, c'est mieux que 6 ou 7 heures. Donc, j'ai gagné du temps et je vais envoyer ça au juge. Il envoie
c'est barreau de New York, hein, je ne sais pas si je vous ai dit, bon bref. Il envoie ça au juge, et 2-3 jours plus tard, le juge lui envoie un petit message, lui dit « Bravo, c'est la meilleure plaidoirie que tu m'aies jamais envoyée. » L'avocat dit « Waouh, c'est chouette, j'ai gagné 6 heures de ma vie, c'est quand même sympa, quoi. Donc je vais maintenant gagner beaucoup d'argent en faisant pas grand-chose. » Et le juge continue, malheureusement, et dit « Bon, c'est vrai qu'elle est super, ta plaidoirie, mais il y a un seul petit problème. Toutes les jurisprudences, toutes les références que tu donnes, elles n'existent pas. Les case numbers ont l'air d'être des case numbers. Les noms des juges qui sont cités sont des juges qui existent. Les defendants, c'est M. Smith et machin, bon, c'est possible. Mais ça n'existe pas. Bon, le gars, il n'est plus avocat aujourd'hui, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au moment où il a demandé à ChatGPT de générer la plaidoirie, il a donné des éléments sur ce qui s'était passé dans l'avion, mais il n'a donné aucune référence. Et donc, qu'est-ce que fait une intelligence artificielle générative? Elle va générer ce que vous lui demandez. Comme j'ai dit, elle va générer quelque chose pour faire plaisir. Elle ne va pas générer quelque chose qui va être vrai. Elle va générer quelque chose pour vous faire plaisir, que vous avez demandé. Vous avez demandé ici une plaidoirie. Une plaidoirie, c'est quoi? Thèse, antithèse, blablabla, et référence. Donc, thèse, antithèse, blablabla, bah, il avait donné les données, d'accord? Les références, il n'avait rien donné. Mais comme le modèle d'une plaidoirie, il y a des références, ChatGPT a généré des références. Ça ne veut pas dire des vraies références. Donc ça, c'est un peu embêtant. Ça veut dire que le truc, ça hallucine. Ça va générer des trucs que vous demandez, mais ça n'a rien à voir avec le vrai. Okay? Et donc, en parlant de ça n'a rien à voir avec le vrai, il y a aussi donc, les erreurs, pures et simples. Et donc, vous avez certainement expérimenté des erreurs vous-même quand vous avez joué avec ces IA depuis 2 ans maintenant. Et moi, je m'amuse régulièrement à prendre n'importe quelle IA, tous les 15 jours en fait, je fais ça parce que j'ai que ça à faire. Hein. Et donc, je m'amuse à prendre une IA au hasard, une de ces IA génératives, et je lui pose une question dont je connais assez bien la réponse, parce que je lui demande donne-moi la bio de Luc Julia. Je trouve que je la connais assez bien, et donc, j'attends à chaque fois le résultat avec impatience, parce que c'est jamais la même. D'accord? C'est ça qui est aussi bien avec les statistiques, c'est que c'est jamais la même. Et puis surtout, non seulement c'est jamais la même, mais ça me pond un truc qui a l'air super. La bio, là, machin, il y a toutes les sections qui vont bien, hein, comme j'ai dit, ça va faire bien, il y a machin, formation, carrière, on me donne tout ce qu'il faut. Alors c'est super, parce qu'à chaque fois, j'apprends des trucs nouveaux sur moi. D'accord? Et là, par exemple, j'ai appris que j'étais CIO de la PDG de la société Why Not. Alors, je suis super content, hein, mais je ne sais même pas ce que c'est Why Not. Donc c'est embêtant. Et donc, à chaque fois, il me génère des trucs qui n'ont strictement rien à voir avec moi. Okay. Alors, pourquoi? Déjà, il va aller chercher donc, des trucs sur Luc Julia. Le problème avec Luc Julia, c'est qu'il y a Julia dedans. Donc, des fois, je suis une femme aussi. Hein. Bon, ça ne me dérange pas, mais bon, le truc, il fait du goulbi-goulba, pour ceux qui connaissent Casimir, de machin, et puis il met ensemble, et puis il me pond un truc. Voilà. C'est ça, les IA génératives. Ça vous pond un truc, pour vous faire plaisir. D'accord? Alors évidemment, la question qu'on va se poser ici, c'est, bon, c'est super ce que tu nous racontes, là, mais bon, on s'en fout. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la pertinence. C'est quoi la pertinence de ces IA? C'est super compliqué à calculer, en fait. C'est super compliqué à calculer parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, ça va générer ce que vous voulez que ça génère. Et la façon même dont vous posez la question, vous allez plus ou moins induire la réponse. Et donc, évidemment, comme ça va vous faire plaisir, vous allez avoir des fois des trucs qui ont l'air pertinents pour vous, parce que c'est ce que vous avez demandé, mais qui n'est pas pertinent dans l'absolu. Par exemple, vous pouvez demander aujourd'hui à une IA générative montre-moi que la Terre est plate. Et le truc, il va vous montrer que la Terre est plate. Parce qu'il y a des sites platistes qui montrent que la Terre est plate. La Terre n'est pas plate.
Il y en a qui doutent encore. Hein. Bref, est-ce que c'est pertinent de vous avoir dit que la Terre était plate? Si vous avez demandé que la Terre était plate, c'est pertinent. Est-ce que c'est vrai? C'est pas pertinent. Voilà. Donc, c'est embêtant de calculer ça. Mais on a trouvé certaines méthodes pour essayer de quantifier un tout petit peu. Encore une fois, ces chiffres ne sont pas absolus, enfin, c'est encore une fois compliqué à calculer. Mais en février 2023, l'Université de Hong Kong a trouvé une méthode qui est relativement intéressante, que je vais exposer maintenant, où ils ont dit on va prendre des millions de faits communément acceptés comme vrais. 2 plus 2 égale 4. D'accord? C'est un fait vrai. Et je vais demander à l'IA, est-ce que 2 plus 2 égale 4 est vrai? Si l'IA dit c'est vrai parce que c'est vrai. Si l'IA dit c'est faux parce que c'est vrai. Suivez là, parce que peut-être un peu tôt, mais quand même, c'est pas si compliqué que ça. Hein, ça va aller? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la fin? On compte les faux, on compte les vrais, et on a la pertinence sur les faits vrais. Alors, on est des scientifiques, hein, on est à l'université de Hong Kong, donc on écrit un papier de 15 pages. Hein, bon, c'est long, 15 pages, hein, donc on ne le lit pas, mais on lit l'abstract, et on voit le résultat, 64%. 64%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 36% du temps, l'IA a répondu qu'un truc vrai, communément accepté comme vrai, est faux. Alors vous faites ce que vous voulez, hein, mais moi, perso, j'ai un assistant ou une assistante qui, 36% du temps, me raconte des conneries. C'est plus mon assistant, vous voyez? Alors je sais que c'est difficile de virer les gens en France, d'accord? Mais bon, il y a des limites. Ça s'appelle faute grave. Donc le problème, c'est que c'est comme ça. Et vous pouvez retourner le truc dans tous les sens. Vous pouvez faire. Alors évidemment, c'est jamais les mêmes faits qui sont vrais, qui sont faux et tout ça, parce que c'est statistique, encore une fois. Donc, mais c'est quand même très embêtant. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas les utiliser, ces trucs-là. Je suis en train de vous dire qu'il faut avoir conscience de comment les utiliser et où les utiliser. Là, c'est quand on utilise le machin de manière un peu générique. D'accord? Si vous commencez à spécialiser l'outil, si vous commencez à faire en sorte que ça soit un tournevis ou que ça soit un marteau qui vont se spécialiser sur le clou ou sur la vis, là, ça va marcher un peu mieux. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il y a ce rebond dont on a parlé tout à l'heure, où on commence à avoir des IA qui sont vraiment utilisées dans l'industrie. C'est pas parce qu'elles ne marchent pas, c'est parce qu'elles vont marcher. Et il y a des trucs qui s'appellent le fine-tuning, ou le RAG, qui vous permettent de rentrer vos propres données, d'accord, des données dans lesquelles vous faites confiance, les données qui sont celles que vous pensez qui sont les bonnes, et vous avez des IA maintenant qui, au lieu d'avoir 64% de pertinence, vont monter à 99, 98%, 97%, des choses qui sont tout à fait agréables, d'accord, et qui sont tout à fait utilisables. Encore une fois, vous vous rappelez, 98% pour la reconnaissance des chats, ça marchait assez bien. Donc, le secret ici, ça va être de dire il va falloir spécialiser ces IA, sinon ça ne sert à rien. Okay. Je vais juste parler un tout petit peu de propriété intellectuelle. Vous savez, au début, je vous ai dit c'est tout Internet. D'accord ? Et les gars, là, les OpenAI, les Gemini, enfin tous les Google, etc., tout le monde, au départ, a été pillé Internet. Et piller Internet, ça voulait dire vraiment piller Internet, aller chercher toutes les données, qu'elles soient à moi, pas à moi, c'est pas le problème. D'accord ? Et vous savez que sur Internet, il n'y a pas que des données qui sont à vous. Il y a des trucs que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Hein. Mais alors, là, on a utilisé parce que dans les conditions générales d'utilisation, vous avez un petit truc marqué qui dit tout ce que tu vas générer avec moi, c'est à toi. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ayants droit, cette fois il y en a, ils vont pouvoir venir vous attaquer, vous. Si vous utilisez le truc qui a été généré, qui ressemble un tout petit peu trop au machin de l'ayant droit. Okay? Donc ça, c'est un peu embêtant. La réalité, c'est que vous n'avez pas assez d'argent pour qu'ils aillent vous voir, vous. D'accord? Mais ils vont aller voir quand même les gens qui vont générer, qui vont créer ces IA. Et donc, du coup, il y a plein de procès qui ont lieu aujourd'hui aux États-Unis. Vous avez certainement entendu parler du New York Times qui attaque OpenAI, parce qu'OpenAI a pillé
les articles du New York Times. Mais il y en a un autre qui m'amuse, c'est Stability AI. Vous connaissez certainement Stability AI, c'est ceux qui font donc générateur d'images. Et eux, ils ont pillé toutes les images de Getty Images. Okay, Getty Images, vous connaissez, hein, quand vous tapez un truc, montre-moi 2 footballeurs en train de se disputer le ballon, bah, ça va vous générer sur Google plein d'images, et toutes elles vont avoir le petit bandeau, là, le petit watermark, qui va dire Getty Images. Si vous voulez enlever le bandeau, vous allez payer l'image pour la licencier pour vous, et pour pouvoir avoir le droit de l'utiliser. Okay, bon, ça, vous savez comment ça se passe, c'est comme ça. Mais rapidement, les avocats de Getty Images se sont rendus compte que ces générateurs d'images avaient quand même utilisé beaucoup leur database publique, donc celle qui était directement dans Internet, et c'est pas bien. D'accord ? Et comment ils se sont aperçus ? Ils se sont aperçus en juste utilisant le machin, et en demandant quelque chose comme, généralement, une image de 2 footballeurs qui se disputent la balle. Alors bon, évidemment, les mecs, ils ont les genoux un peu fatigués, là, ils ont machin, bon, il y a un peu des erreurs, hein, bon, mais bon, ça c'est un détail. Ce qui est rigolo dans l'image ici, c'est quoi? C'est que bon, les mecs, ils sont un peu machin, mais même le watermark, il est un peu machin. Il n'a pas fallu très très longtemps aux avocats de Getty Images de dire, bon, ton truc là, ça pue. D'accord? Ça ressemble quand même un tout petit peu à un watermark. D'accord? Donc peut-être que tu m'as piqué mes images. Bon, Stability AI a perdu. Voilà. Donc, il faut le savoir. Il faut savoir aussi, je vous dirai tout à l'heure qu'il y a des solutions, hein, qu'il y a des gens qui essayent de faire les trucs bien, puis il y en a qui s'en foutent, mais on va y revenir. Allez, on va passer sur un truc un peu marrant. Le jailbreaking. Alors vous, développeurs, vous avez certainement jailbreaké tous vos iPhones dans les années 2012-2013. C'était le grand jeu, hein, parce que Apple avait décidé qu'on n'avait pas d'installer quelques applications. Je ne pouvais pas installer Telnet sur mon téléphone. Je veux dire, Telnet, ils vont pas m'emmerder quand même. Donc du coup, qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on jailbreakait le machin, et puis on pouvait installer Telnet si on avait envie d'installer Telnet. Bon bref, aujourd'hui ça ne sert plus à rien, vous pouvez installer tout ce que vous voulez sur vos iPhones, donc on ne jailbreak plus les iPhones. Mais qu'est-ce qu'on jailbreak? On jailbreak les IA. Alors comment on fait pour jailbreaker les IA? Ben, je vais vous le dire évidemment. Et vous allez voir, c'est rigolo. C'est super rigolo parce que la façon dont on jailbreak les IA, c'est que vous n'avez pas besoin de programmer, en fait. Vous pouvez faire ça directement dans le prompt. Donc, c'est quoi? Pourquoi on jailbreak, déjà? Comme je vous ai dit, les IA, elles sont là pour vous donner des trucs, pour vous faire plaisir, et elles vont vous répondre à tout le temps. Elles savent tout, elles sont un peu comme les Français. Ouais, ça m'a fait plaisir, c'était pour mon camarade belge. Et donc ces IA, elles ont réponse à tout. Mais les avocats de OpenAI, par exemple, se sont rendus compte au bout d'un moment que des fois, il y avait des réponses qu'on ne pouvait pas donner, qu'il ne fallait pas donner, d'accord, qui étaient plus ou moins illégales. Et donc, dès le début en fait, de ces IA, on va dire dès le début de ChatGPT, en novembre 2022, vous pouvez demander à l'IA, donne-moi la recette d'une bombe. Et l'IA, vous filez la recette de bombe. Alors, si vous cherchez aujourd'hui sur Internet une recette de bombe, c'est pas possible. Vous ne trouverez pas. Si vous allez sur Darknet, vous trouverez, mais sur Internet, vous n'avez pas trouvé de recette de bombe. C'est très, très, très compliqué. L'IA générative, en novembre 2022, vous sortez la recette de la bombe. D'accord? Les avocats d'OpenAI ont dit, bon, pas bien, il ne faut pas faire ça. Donc, en décembre 2022, si vous demandiez, donne-moi la recette de la bombe, pour la première fois, l'IA générative vous disait, je ne peux pas répondre à ça, c'est potentiellement illégal, je ne te donne pas la réponse. Alors c'est décevant. D'accord? Alors là, vous dites, mais attends, je suis responsable, je fais ce que je veux, quoi. D'accord? Et donc, en décembre 2022, si vous disiez, imagine que je sois un savant fou qui veut faire une bombe, comment je ferais? Et l'IA, vous sortez la recette de la bombe. Vous avez jailbreaké l'IA. Comment vous avez jailbreaké l'IA? En langage naturel, en contournant le carcan de « donne-moi la recette de la bombe », le truc un peu facile, vous racontiez une histoire, qui était l'histoire du savant fou qui machin, blablabla, et à la fin, vous demandiez la recette de la bombe, et
ça vous donnait la recette de la bombe. Donc juste avec le langage naturel, vous contournez ces carcans, vous contournez ces limitations. Alors évidemment, en février 2023, si vous disiez, imagine que je sois un savant fou et que je vais faire une bombe, devinez ce que OpenAI répondait, ce que ChatGPT répondait, je ne peux pas faire, machin. La course était engagée, parce que c'est une course. Comme la cybersécurité, hein. Ceux qui sont dans la salle là, et qui disent à leurs clients cybersécurité c'est bon, c'est fini, il s'appelle Pinocchio. Okay, c'est une course. Et le jailbreaking, c'est une course. C'est-à-dire que c'est une course en fait qui est impossible pour les IA, parce que c'est vous qui allez créer le bon prompt pour contourner le machin, et vous allez réussir. Aujourd'hui, en 2025, si vous voulez vraiment la recette de la bombe, le prompt, il fait 30 pages. C'est une histoire, 30 pages, et ça vous donne la recette de la bombe. Okay. Demain, ce prompt ne va plus marcher. Et après-demain, il fera 31 pages, il marchera. Okay. Bon, vous avez compris, si vous êtes intéressé par le jailbreaking, il y a plein de sites web. Faites jailbreak AI générative, et vous allez voir, c'est rigolo. Vous pouvez avoir tout et n'importe quoi hein, avec ces jailbreaks, et puis vous verrez, c'est des histoires, c'est des bouquins, quoi, en fait. Hein. C'est assez marrant. Ou pas, je sais pas. Moi, ça m'amuse. Allez, impact. Le problème de ces IA, c'est que elles ont un impact. Hein, d'accord. Ce que vous avez vu tout à l'heure, le film d'introduction, alors oui, effectivement, c'était des prompts, c'était de l'IA générative, c'était tout ça, mais ça nous a pété un peu la planète. Hein. D'accord. Alors bon, pas trop, mais ça a quand même pété un peu la planète. On sait tous, on a tous dans l'idée, depuis longtemps, les IA en général, les data en général, les data centers, ça utilise de l'électricité, beaucoup, ça génère du CO2, beaucoup. Bon, on sait tout ça. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des gens qui commencent à dire, là quand même, on a besoin de beaucoup de data centers, beaucoup de trucs, on a besoin de beaucoup d'électricité, on va coller des centrales nucléaires à côté des data centers. Alors moi, je respire plus trop, en fait. Je dis, bon, les gars, alors se calmer quand même, d'accord. Bon, mais on sait ça, d'accord. On a l'idée que effectivement, on est en train de péter pas mal d'électricité, péter pas mal d'énergie. Ce qu'on sait moins, c'est que ces IA, et en particulier les IA génératives, non seulement donc elles vont péter des trucs au moment où on crée les modèles, mais aussi au moment de l'inférence. Par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est j'infère, je crée des images, je génère des images avec ces machins-là. D'accord. Et donc, à l'inférence, les IA génératives utilisent de l'énergie, utilisent des ressources. Ce qui n'était pas le cas, ou peu le cas, des IA précédentes, machine learning ou deep learning. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous faites une requête, ChatGPT ou autre, en fait, vous avez pété quelque chose. Ce qui était moins le cas avec Google et tout ça, c'est de l'ordre de 1 pour 1000, c'est difficile à calculer aussi, mais bon, c'est quand même, ça fait quelque chose. Et si vous demandez à des gens qui utilisent ces IA, qui font ces IA, ce que ça coûte, ça coûte en plus de l'énergie électrique, ça coûte en eau. Et une vingtaine de requêtes ChatGPT, c'est 1,5 litre de flotte. Il y a des millions de requêtes qui sont faites par jour, des millions de litres de flotte. Alors nous, en France, on s'en fout, on en a, il pleut, hein, mais la flotte, c'est un truc un peu compliqué. Et vous pouvez me dire, ouais, mais il n'y a qu'à aller voir l'océan, mais en fait, on ne peut pas refroidir les data centers avec l'eau salée, donc ça ne marche pas. Bref, il y a ça, et puis évidemment, au niveau de la construction du modèle lui-même, on pète aussi beaucoup d'eau. On ne s'en rend pas compte, mais c'est l'équivalent de ville entière, de consommation de ville entière. Okay. Donc il faut avoir ça en tête quand on utilise ces IA, parce que c'est une balance, hein. Je peux, ou je dois, ou pas utiliser. On va parler de solutions rapidement. Vous parlez de IP tout à l'heure. Un des premiers à avoir eu conscience qu'il fallait faire attention avec ce qu'on allait utiliser pour créer les modèles, c'est Firefly. Firefly, c'est le module de génération d'images dans Adobe Photoshop. Ils ont été les premiers donc, à dire toutes les images que j'utilise pour créer mon modèle, elles sont à moi ou je les ai licenciées. Donc vous avez le droit, soyez confiants, ce que vous allez générer, ça va être quelque chose que vous avez le droit de générer. Et
pour justifier ça, ils ont dit, si toutefois on vous attaque avec une image que vous avez générée avec mon outil, je paye les frais de justice. Alors s'ils sont capables de dire ça, c'est qu'ils sont assez confiants, si vous voulez, que ça va marcher. Alors non, il y en a qui, de plus en plus maintenant, on voit OpenAI qui est en train de payer le contenu du Monde, par exemple, et de certains journaux, d'accord. Donc ils ont conscience. Alors ils ont pratiquement tous conscience, sauf un, Elon Musk, d'accord. Mon gros pote Elon Musk, qui lui, avec Grok, n'en a strictement rien à foutre, d'accord. Plus c'est complotiste, plus c'est gras, plus c'est gros, mieux c'est. Il faut dire qu'il est basé sur les meilleurs databases du monde, hein, Twitter. Bon bref, donc, allez, j'ai plus le temps, là j'ai dépassé déjà, je vais me faire engueuler. Bon, j'ai fini de toute façon. En fait, oui, ces IA, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont conscience qu'ils génèrent de la merde. D'accord. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont watermarker leurs résultats pour ne pas l'utiliser dans la prochaine IA. Parce qu'évidemment, la pertinence va descendre si toutefois on remet de la merde dans le truc. Donc ils watermarkent leurs IA pour dire, bah, ce truc-là, tu ne l'utilises pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Bon, et après, il y a des choses qu'il faut regarder, qu'il faut vraiment faire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le fine-tuning, le RAG, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour faire en sorte d'avoir des IA qui vont être des IA qu'on peut vraiment utiliser. Elles ont un avantage, c'est que je vais pouvoir faire de plus en plus, il y a de plus en plus de modèles qui sont des modèles open source, hein, que je vais pouvoir utiliser. Donc ça, c'est super. Je peux jouer en bas, je n'ai pas besoin de tout faire en haut dans le cloud pour faire péter la planète. Je peux faire des trucs en local. Les modèles sont plus ou moins gros. Il y en a plein. Hein. Vous allez sur Uniface, il y a des dizaines et des dizaines de modèles maintenant. Hein. Ils ont un avantage, c'est qu'ils sont plus frugaux du coup aussi. D'accord, ces modèles, on peut créer quelque chose qui va être plus petit. Quand c'est plus spécialisé, c'est plus petit. Donc plus spécialisé, c'est très bien. Et il va y avoir certainement d'autres types d'IA qui vont arriver bientôt. Hein. Donc là, je vous ai parlé de 5 ou 6 types d'IA depuis 1956, mais il y en a d'autres qui vont arriver. La réalité aujourd'hui, c'est que les IA, les IA génératives, telles qu'on les connaît, ces grosses IA avec les gros modèles, ce que veut toujours faire Altman et Musk, la vérité, c'est que c'est mort, ça. Ce qui n'est pas mort, par contre, c'est l'utilisation de ces mêmes techniques pour faire des trucs donc, plus spécialisés dans des silos, dans des verticales particulières. D'accord ? Moi, il y a une IA dont je rêve et qui va arriver un de ces jours. Hein. Alors, il y aura les IA qui vont raisonner, des trucs qui vont, entre guillemets, raisonner, qui arrivent aussi. Il y a plein de gens qui travaillent sur la prochaine génération. Il y en a une, moi, qui m'intéresserait beaucoup. C'est ce que j'appelle l'IA hybride. Donc, faire l'hybridation, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser tout ce qu'on a fait avant, d'accord, et hybrider surtout avec la logique. C'est-à-dire qu'on a oublié complètement les systèmes experts aujourd'hui, alors qu'ils utilisaient zéro électricité. Ils utilisaient juste du cerveau pour créer les arbres de décision. D'accord ? Et je rêve un jour qu'on ait des IA qui soient hybrides entre la logique et les statistiques. Le problème, c'est qu'en mathématiques, les logiciens et les statisticiens se foutent sur la gueule, donc c'est compliqué. Messieurs, dames, merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc. C'était excellent. Écoutez, on va pouvoir continuer ça à 10h30 ici, session de questions-réponses. Et en attendant, on va aller faire une séance de dédicace. Juste à la sortie, là, il y a plein de tables. Et Luc a accepté de passer un peu de temps à vous écrire des petits mots. Donc, commençons, parce qu'une demi-heure pour tous les livres qu'il voudra signer, ça va aller vite. Merci beaucoup. À tout à l'heure.